Merci, monsieur Costa. Notre micro fonctionne. Oui. Donc, je m'appelle Fabien Canevaux, je suis professeur à la faculté de médecine de l'Université de Paris. Il y a eu un regroupement. Et j'ai. Un peu plus fort. Vous pas? Là, c'est mieux. Rapprochez-vous, ça sera aussi Non, bien. c'est pas. Ne bougez pas. Je vais parler plus fort et orienter le micro au moment plus favorable. Donc, je suis professeur à la faculté de médecine de Paris. Je suis cancérologue. J'ai été médecin responsable des cliniques à l'hôpital Saint-Louis pendant de nombreuses années, puis directeur général adjoint de l'Institut national du cancer, en charge des aspects recherche et innovation. Et depuis 5 ans, je suis directeur scientifique d'un consortium européen de recherche qui regroupe 7 grands centres en Europe, donc Cambridge, Karolinska, Amsterdam, Gustave Roussy, Milan, Barcelone, Heidelberg, voilà. J'ai participé en tant que directeur général adjoint de l'INTA à la préparation de 2 plans cancer en 2007 et en 2012. J'en ai évalué 2 autres, effectivement, dans la même période. Et donc, vous savez qu'on est actuellement dans une phase où il y a une préparation probablement d'un plan décennal sur le cancer en France, qui devrait être porté normalement par le président de la République. Et on est dans une phase préparatoire, et c'est dans ce cadre-là que j'ai écrit un rapport avec Louis Arnaki, qui est l'ancien président de l'Institut national du cancer, puis plusieurs articles, pour essayer d'avoir une nouvelle ambition en matière de soins et de recherche concernant le cancer. Et mon titre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas du tout provocateur, c'est guérir 3 patients sur 4 à l'horizon 2030. Ça n'est pas du tout provocateur, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait réaliste. On est dans une espèce de continuum des progrès en matière de cancer, et donc arriver à guérir 3 patients sur 4, c'est quelque chose de tout à fait faisable dans un pays comme la France, comme dans d'autres pays à haut niveau économique. Donc pour vous expliquer un petit peu tout ça, je vais revenir sur des notions, vous donner quelques notions en matière d'incidence et de survie en France et dans le monde. Je vais aborder un problème qui s'appelle la transition épidémiologique, qui permet d'avoir un regard, une vision en tout cas stratosphérique de ce qui se passe dans le monde en matière de santé, l'évolution de la santé des populations. J'aborderai également le problème du coût du cancer, la complexité de ces maladies, puisque ce n'est pas une seule maladie, mais c'est une multitude de maladies différentes. Et je crois qu'une des grosses erreurs, c'est de penser qu'on va trouver un remède unique pour tout le monde. C'est de plus en plus une approche qui doit être individualisée, non seulement par organe, mais à l'intérieur d'un même organe, aller jusqu'à la description individuelle de chaque patient et de sa maladie. Que faut-il cibler pour améliorer les chiffres? Comment le faire? On va aborder le problème de prévention, de dépistage, de diagnostic précoce et de traitement. Si on a un peu de temps, je vous parlerai de génétique constitutionnelle et de la génétique acquise dans le cadre des cancers et des traitements innovants qui en ont découlé pendant les 20 dernières années, en sachant que le début des traitements des cancers est relativement récent dans l'histoire de la médecine, puisque ça a commencé dans les années 50, donc c'est pas si vieux que ça. On abordera le problème des thérapies ciblées et
sûr, tout au long, on va avoir le problème de la recherche. On va porter sur les cancers, comme je vous l'ai dit, sur chaque cancer et individuellement sur chaque patient. Si vous avez besoin de m'interrompre pour une explication, parce que malheureusement, c'est toujours le problème, les médecins et les chercheurs utilisent toujours un jargon parfois difficile à suivre. N'hésitez pas, vous levez la main, m'interpeller. Je vous donnerai toutes les explications nécessaires. Je voudrais commencer par vous montrer ces courbes qui sont ce qu'on appelle l'incidence, les taux d'incidence, c'est-à-dire le pourcentage pour 100 000 habitants de survenue des cancers pour une année donnée. Et sur ces graphes-là, sur la partie gauche, c'est l'incidence, sur la partie de droite, c'est la mortalité par cancer. Faites attention au fait que les chiffres des taux sont très différents à droite et à gauche. Il y a beaucoup moins de mortalité que d'incidence. Et simplement pour vous montrer qu'il y a eu, entre les années 80 et maintenant, une progression très très importante de la survenue des cancers. C'est les courbes de gauche, en bleu les hommes et en rose les dames. Donc une progression linéaire avec une accélération effectivement qu'on ne comprend pas très bien dans les années 2000, puis ce que l'on voit en particulier depuis les années 2010, c'est une stabilisation, voire une diminution modeste du taux de survenue de cancer dans la population en France. Et c'est vrai surtout chez les hommes et un peu moins vrai chez les femmes. Avec des chiffres qui sont différents à droite, sur la courbe de droite, vous voyez que parallèlement à cette augmentation de la survenue des cancers, la mortalité, elle, a diminué de manière régulière au cours du temps. Entre 80 et 2017, puisque pour employer, ce sont des projections, il y a une diminution constante du taux de mortalité par cancer pour 100 000 habitants. Donc, il faut bien qu'on explique cette différence entre l'augmentation du chiffre de l'incidence et de la mortalité. À l'évidence, je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure, elle vient essentiellement d'un diagnostic qui est plus précoce, on diagnostique plus tôt les cancers en population, et on les traite beaucoup mieux, et ça de manière continue depuis les années 80. Donc, mon expérience, en tout cas, qui commence à être ancienne maintenant, quand j'ai commencé à faire de la cancérologie dans les années 80, on va en voir plusieurs exemples. On voyait des malades qui arrivaient d'emblée avec des métastases. On avait du mal à traiter. Et progressivement, on a vu arriver des patients beaucoup plus précocement dans les stades d'évolution de leur maladie. Et donc, on a pu de mieux en mieux les traiter. À cela s'est rajouté effectivement des nouveaux médicaments, des nouvelles approches, l'apport de la biologie, etc. Les chiffres, en tout cas, projetés en 2017, c'est 400 000 nouveaux cas en France, 185 000 hommes, 185 000 femmes, 215 000 hommes, et à peu près 2000 à 2500 enfants atteints de cancer. Et 150 000 décès par cancer en 2017, plus d'hommes 84 000 et de femmes 66 000. Alors, là, je vous donne des chiffres, mais ce sont des chiffres globaux. Et ça mérite qu'on aille un peu plus dans le détail. On peut aller dans le détail au niveau
international, je vais revenir sur la prochaine image. Et là, vous avez les chiffres pour l'Europe. Et en bleu, c'est l'incidence des cancers, c'est-à-dire le taux de survenue des cancers pour 100 000 habitants. Et tout ça est standardisé. Et en jaune et rouge, c'est la mortalité. Vous voyez qu'il y a des grosses différences à travers l'Europe. La France n'est pas un modèle, en tout cas, en ce qui concerne les cancers de l'homme. Plus c'est foncé, et plus le chiffre est élevé. Il y a pire, hein, il y a pire que la France. Il y a les pays de l'Est. Les pays de l'Est sont aussi exceptionnellement élevés en termes d'incidence et de mortalité. La mortalité, c'est plutôt pas si mal que ça. Sur les deux graphes de gauche, ce sont les hommes, les deux graphes de droite, les femmes. Vous voyez quand même qu'il y a quelques pays où on s'en sort mieux. Il y a moins de cancers chez l'homme en Italie, en Espagne, en Portugal. Et il y a moins de cancers de la même façon en Espagne, au Portugal, chez les femmes. Et lorsqu'on observe les chiffres de mortalité, vous voyez que la France, pour les hommes, c'est le cadran inférieur gauche. La France est dans une bonne moyenne pour l'Europe, et mieux en tout cas pour les femmes, ça s'en sort mieux pour les femmes. Voilà. Donc il y a des variations à l'échelon européen, à la fois dans l'incidence et dans la mortalité. Il ne faut pas croire que la France est un statut unique. Si on commence à décliner département par département, puis même si on va un petit peu plus loin dans la granularité de ce qu'on observe, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de notre propre pays, il y a des différences très importantes entre régions et entre territoires. En particulier, les territoires du Nord, sont beaucoup moins, ont des chiffres plus péjoratifs que le Sud, et en particulier votre région est plutôt pas trop mal. Donc vous voyez que si on essaye de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que, on s'aperçoit quand même qu'un des éléments déterminants dans l'incidence et surtout dans la mortalité, c'est le niveau socio-économique et socio-culturel des patients. D'abord parce qu'on est exposé à beaucoup plus de facteurs de risque, qui sont environnementaux ou dans les comportements, le tabac, l'alcool, l'alimentation, l'activité physique, etc. Et c'est sûr que les populations riches et à niveau socio-culturel élevé s'en sortent beaucoup mieux que les ouvriers en général. Voilà. Jusqu'ici, vous suivez, pas trop abstrait. Alors, ce qui est également intéressant, c'est que ça, c'est quelque chose qui vient de paraître. C'est une surveillance, cette fois-ci, internationale, où on a classé ces mêmes problèmes d'incidence et de mortalité en fonction du niveau économique et de développement des pays. Donc, il y a trois types. Les patients étaient, c'est une observation qui porte sur plusieurs dizaines de milliers d'individus à travers le monde, dans des pays à haut niveau de revenus, à niveau bas de revenus et à niveau intermédiaire. C'est ce qui est le gris à gauche, les couleurs ne sont pas très bien, mais le gris à gauche est haut niveau de revenus, et le gris plus pâle qui est à droite, c'est les bas niveaux de revenus. Ce que vous voyez quand même, ça qui est intéressant, si on regarde le graphe de la partie supérieure, c'est la standardisation de l'incidence.
on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de maladies cardiovasculaires dans les pays à faible niveau économique que dans les pays à haut niveau économique. Beaucoup plus d'infarctus du myocarde, beaucoup plus d'accidents vasculaires cérébraux. Et à l'inverse, il y a une bascule, le cancer est beaucoup plus fréquent dans les pays à haut niveau socio-économique, ainsi que les maladies respiratoires de manière générale, les pneumonies et les accidents, tout ce qui est accidentel. Et si on regarde cette fois-ci la partie mortalité, qui est la partie basse du graphique, on s'aperçoit que c'est la survie, cette fois-ci, à 20 ans, lorsqu'il y a un événement. On s'aperçoit que pour les maladies cardiovasculaires, dans les pays à faible niveau économique, d'avoir un accident cardiovasculaire, c'est une catastrophe, puisque la mortalité à 1 an après l'accident est très élevée dans les pays pauvres. Pour le cancer, c'est pareil, très élevé. Et pour tous les types de pathologies, les pays pauvres ont, effectivement, et c'est confirmé par les chiffres, une très mauvaise espérance de vie après un accident. Un accident de la vie, un accident de santé. Vous voyez également, si on revient au problème spécifique du cancer, et c'est intéressant de le mettre aussi en parallèle avec une maladie cardiovasculaire, on s'aperçoit quand même que la chose déterminante entre les niveaux socio-économiques faibles et forts, c'est la qualité des soins qui est radicalement différente. Et c'est la qualité des soins qui fait la grande différence. On appuie sur quoi là ? Fonctionne. Vous voyez, 20% dans les pays au niveau de revenus, 70% dans les pays à faible revenu. Et c'est vrai aussi, si on prend une sous-population qui est par exemple les cancers des enfants, on a à peu près 85% de guérison des cancers des enfants, de survie à long terme des cancers des enfants dans les pays riches, 85%. À l'inverse, on a 85% de mortalité chez les enfants atteints de cancer dans les pays pauvres. Et donc tout ça repose sur une inégalité de soins. Et tout ça amène à dire qu'on peut arriver à la guérison de 3 sur 4 patients si on continue à améliorer la qualité des soins et le diagnostic précoce des cancers. Et ça, c'est vraiment à portée de politique sanitaire. Le coût, c'est là aussi où on voit la différence, c'est les investissements en matière de santé entre les différents pays dans le traitement des cancers. Et là, c'est des chiffres qui portent sur l'Union européenne. Et vous voyez que dans l'Union européenne, avec des pays qui font partie de la communauté, quand même, il y en a un certain nombre ici, les coûts par personne sont extraordinairement variables entre ce qui se passe par exemple en Pologne, ou à Malte, en Hongrie, où globalement, ramené à la population, à la population générale, on dépense aux alentours de 40 € par an par habitant. Et le Luxembourg, où on est près de 200 €. La France se situe à un niveau tout à fait acceptable, à 110 € par habitant, très voisin de ce qui se passe en Italie, en Grèce, en Suède, au Danemark, avec une moyenne pour l'Union européenne d'à peu près 100 €. Donc là encore, on peut, ça n'est pas que une question de dépenses, mais il y a
probablement encore une marge de bénéfice à faire, de bénéfice en termes de santé à faire de ce point de vue-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'explique qu'on a amélioré finalement le pronostic de cette maladie. Je vais vous donner 3 exemples. Les leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant, que nous appelons LAL, leucémie aiguë lymphoblastique. Vous voyez que dans les années 60, à la fin des années, début des années 70, ce sont des courbes de survie. Je vous explique brièvement. Vous avez la survie qui est montrée ici et le temps ici, en année, à 10 ans. La survie à 10 ans des enfants atteints de cette maladie dans les années, à la fin des années 60, 68-70, était d'environ 10%. 90% des enfants mouraient. L'année 72, un premier bond, on arrive à 25%. 25% de longs survivants de la guérison. 72-75, on arrive à 60%. Et ainsi de suite. Et dans les dernières actualisations des chiffres, en 2010, on est à près de 90% de longs survivants dans cette maladie. C'est une maladie rare, relativement rare. Mais c'est quand même, comme c'est marqué ici, 30% des diagnostics de cancer de l'enfant et la première cause de mortalité par cancer chez les moins de 20 ans. Vous voyez qu'entre 70 et 2005, on a fait un bond qualitatif d'efficacité thérapeutique de moins de 10% de survivants à 90% de survivants. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on regarde les médicaments qui étaient utilisés ici et ceux qui sont utilisés maintenant? On a à peu près les mêmes médicaments. On utilise toujours les mêmes médicaments. Ce qui a changé, c'est qu'on s'est mieux associé ces médicaments entre eux. On s'est mieux traité dans la durée les enfants. On a démembré une entité qu'on appelait unique, qui s'appelait la leucémie lymphoblastique B, en plusieurs entités qui nécessitent des traitements un petit peu différents les unes des autres, en termes d'intensité, d'utilisation de médicaments, etc. Et donc vous voyez que le gain a été obtenu avec un groupe de médicaments qui n'a pas radicalement changé au cours des 50 dernières années. C'est pareil. Entre 70 et 2005, c'est à peu près, on dispose des mêmes médicaments. Pour cette maladie-là. Voilà, alors, il n'en reste pas moins qu'il reste 10 à 12% d'enfants qui vont mal, et pour lequel, là, je reviendrai à la fin, on a de nouvelles thérapeutiques qui permettent d'envisager de traiter ces 10% résiduels, 10 à 15% résiduels qui vont mal. Et là, le progrès est important. Ça ne marche pas toujours. Si, il faut appuyer sur le bon bouton. Ça, il n'y a pas besoin de bouton. Oui. Bon, celui-là, on va le passer. Je vais vous parler d'un deuxième. Je vais vous donner un deuxième exemple qui est l'exemple des cancers du sein. On va avancer les diapos. Non, pour avancer les diapos. Ah, d'accord. Je me lève avant. Ah, d'accord. Il aurait fallu que je me lève avant. Bon, voilà. On va faire avec. Le cancer du sein, ce n'est plus une maladie unique. On commence à la connaître bien cette pathologie maintenant, c'est une multitude de pathologies qui sont différentes. Et on l'a compris en faisant de la biologie, en analysant ce qui se passe,
développant ce qu'on appelle des marqueurs de la maladie, qui sont des marqueurs relativement simples, comme par exemple la présence de récepteurs hormonaux dans les tumeurs. Et ainsi, on a séparé une entité unique qui était le cancer du sein en plusieurs entités. On est au moins un chiffre qui est de 6 ou 7 maladies différentes maintenant, qui chacune justifie d'un traitement différent. C'est ça ce qui a changé. On était dans les années 80 à 50% de mortalité dans le cancer du sein. On est maintenant arrivé à peu près à 85% de guérison, entre guillemets, ou en tout cas de très très longs survivants dans le cancer du sein. Tout ça parce que la biologie est intervenue, elle a permis de démembrer la pathologie cancer du sein en 7 entités différentes qui chacune justifie d'un traitement différent. Et pour vous donner un exemple, un marqueur qui s'appelle HER2, c'est relativement simple à tester, c'est de l'immunohistochimie, ça se regarde au microscope, c'est fait maintenant dans tous les laboratoires de notre pays. C'était une maladie extrêmement grave il y a 25 ans. Maintenant, lorsque cette pathologie est diagnostiquée relativement précocement, le taux de guérison rejoint celui de la population normale, sans cancer. Vous voyez que, avec un petit peu de biologie, un petit peu de compréhension de ce qui se passe, on arrive à changer radicalement le pronostic. Je peux quand même vous donner un autre exemple. Alors, là, c'est à la fois de la biologie et en fonction de la biologie, des nouveaux traitements, des nouvelles hormones, des nouvelles approches. Il y a eu pas mal de nouveaux médicaments qui ont été développés au cours des 25 dernières années dans le cadre du cancer du sein. Alors, bon, là, je vous ai donné quelques exemples très positifs. Il y en a d'autres, hein, et c'est vrai que les progrès, je crois qu'il faut être relativement modeste. Les progrès ont été faits niche par niche, sous-population par sous-population. On n'a jamais vu de bouleversement radical dans le traitement des cancers. Ça a été très progressif, entité par entité, on démembre l'entité, on applique des traitements spécifiques et on a des bénéfices. On a des échecs patents pour lesquels il faut faire quelque chose. En particulier les cancers du poumon, les cancers digestifs, en particulier le cancer du pancréas, les tumeurs cérébrales et les tumeurs du système nerveux, ça concerne à la fois les enfants et les adultes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on guérissait 85% des cancers des enfants, 85% des enfants atteints de cancer, et il y a 15% qui n'en réchappent pas, et c'est pour l'essentiel les tumeurs cérébrales et les tumeurs du système nerveux. Donc là, on est encore dans une impasse. Les cancers du sein avec métastases, les tumeurs osseuses, musculaires, ce qu'on appelle les sarcomes, et bien sûr de très nombreuses tumeurs rares sur lesquelles les gens, les chercheurs en tout cas, ou les médecins n'ont pas une énergie suffisante pour arriver à faire des découvertes pas jeunes. Et si on veut au moins sur ces tumeurs-là arriver à améliorer le pronostic, c'est-à-dire à améliorer le taux de guérison, il faut qu'en attendant qu'on ait des nouveaux médicaments, une meilleure compréhension de la maladie, il faut qu'on se concentre sur ce qui peut être actif très vite. C'est la prévention. La prévention ciblée, en particulier. Et si on pense par exemple au cancer du poumon, la prévention du tabagisme est quelque chose d'essentiel.
on n'est pas les champions européens de ce point de vue-là. On est même très mauvais en matière d'individus préventifs dans le pays. Et je pense qu'une des façons de contourner ça, c'est le vrai problème, c'est de faire passer des messages de prévention tout venant. Dire, bon, okay. Une fois qu'on a dit il faut arrêter de fumer, qui suit la recommandation? Je pense qu'il faut essayer de se concentrer sur une prévention qui soit ciblée sur des populations à risque, ciblée sur les jeunes, les enfants, les chômeurs, les niveaux socio-économiques faibles. Parce que malheureusement, c'est dans ces populations-là où le tabagisme est le plus fort et où le renoncement au tabac est le plus difficile. Quand les gens sont dans les ennuis sociaux, économiques, etc., le tabac est une consolation. Voilà. C'est comme les paradis artificiels pour les riches au siècle dernier. Prévention ciblée, je pense qu'il y a aussi le dépistage. Et je pense que là encore, le dépistage ciblé est quelque chose de très important. Là encore, on n'est pas très bon en matière de dépistage en France. Les taux de suivi de dépistage du cancer colorectum sont très mauvais en France. Moins de 50% des adultes de plus de 50 ans se soumettent au test. Et on sait que pour que ce soit efficace en population, il faut qu'il y ait au moins 70% de la population qui s'y soumette. Donc là encore, il faut trouver aussi des manières de faire un peu plus efficaces. Et le dépistage ciblé sur des populations à risque, là encore, peut être utile. Les actions de terrain aussi. Plusieurs pays où on accompagne, on facilite le dépistage. C'est vrai que le système français qui consiste à dire que le patient va voir son médecin généraliste, il faut le kit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il faut qu'on trouve d'autres systèmes, soit les pharmaciens, les infirmières, des travailleurs sociaux qui s'en occupent, mais ça ne marche pas avec le système de foot général. Et bien sûr, il faut continuer à faire de la recherche, qu'elle soit fondamentale ou ciblée sur ces pathologies. Et bien sûr, je pense qu'un des aspects essentiels, c'est qu'il faut qu'on développe des essais cliniques qui soient spécifiquement dirigés sur toutes ces pathologies-là. Alors, les cancers sont complexes, ça vous l'avez compris, et pourquoi je vous disais tout à l'heure que chaque individu a une pathologie sensiblement différente de celle de son voisin, même si elle est dans un organe, dans le même organe. Un patient, c'est aussi un passé. Il a été soumis à un environnement externe. Il a un patrimoine génétique qui lui est propre. Ce même patrimoine génétique est soumis à des agressions de tout type, soit le tabac, l'alimentation, l'air, l'eau, etc. Et tout ça va contribuer à faire naître une maladie. Et cette maladie, lorsqu'on l'étudie, il faut qu'on l'étudie à fond. C'est-à-dire qu'il y a de la radiologie, des images, il y a l'étude de la génétique familiale, l'étude de la génétique de la tumeur elle-même. Vous avez entendu parler du microbiome, c'est-à-dire des bactéries endogènes avec lesquelles on vit sur le tube digestif, sur notre peau, dans le voie respiratoire. Et tous
ça, et le dernier aspect plus récent, c'est l'interaction entre le système immunitaire et la tumeur. Donc tout ça a besoin d'être exploré, c'est compliqué, et ça nécessite de l'argent, ça nécessite des financements importants, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que chaque individu est différent de l'autre. On a besoin à la fois de beaucoup d'informations et beaucoup de moyens de traiter cette information pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'un individu est différent de l'autre. Non seulement comprendre la différence, mais également pouvoir à la fin identifier chez un individu qu'est-ce qui va lui arriver dans sa vie. Comment son cancer va évoluer. Quelle est la meilleure manière d'appréhender le traitement de son cancer. Et ça, c'est effectivement un chemin qu'on prend en matière de recherche qui nécessite de la coopération, en tout cas, entre les différents partenaires, que ce soit les biologistes, les imageurs, les généticiens, etc., mais également les informaticiens, les bioinformaticiens, les sociologues. Chaque individu étant différent, il faut essayer de créer, en tout cas, d'obtenir une vision de ce qui caractérise un individu pour pouvoir le comparer à un autre. Les médicaments, les traitements, là encore on a fait beaucoup de progrès et on continue de faire des progrès en matière de traitement. Il y a bien sûr la chirurgie, et la chirurgie a beaucoup progressé, la chirurgie et l'anesthésie ont beaucoup progressé ces dernières décennies. Vous avez tous entendu parler des robots chirurgicaux qui permettent de faire des interventions beaucoup moins invasives, beaucoup mieux supportées par les patients. La radiothérapie a également beaucoup progressé. Elle a progressé à la fois en matière d'efficacité. On est capable de concentrer des faisceaux sur une lésion, la circonscrire de manière très très précise, et surtout d'éviter d'irradier les tissus sains qui sont autour. Donc la tolérance, l'efficacité est meilleure, la tolérance est meilleure, et là encore, il y a beaucoup de développement dans ce domaine qui sont faits actuellement. La chimio, vous savez qu'on dispose depuis 50 ans, plus de 50 ans maintenant, d'environ une cinquantaine de médicaments avec des dérivés. On continue à utiliser, parce qu'ils sont efficaces malgré tout, même s'ils ont beaucoup d'effets secondaires, mais on a appris à mieux les manier, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mieux les manier, mieux les associer et limiter leurs effets toxiques autant que possible. Les hormones, bien sûr, on a une vingtaine de médicaments utilisés maintenant, qui sont utilisés dans le cancer de la prostate, le cancer du sein, les leucémies, les lymphomes. Et plus récemment deux types d'approches différentes. Une qu'on appelle les thérapies ciblées, qui sont basées sur la génétique de la tumeur, c'est-à-dire les anomalies génétiques retrouvées à l'intérieur de la tumeur. Le médicament utilisé visant à être actif sur la protéine anormale qui est codée par le tumeur. On a maintenant à peu près 70 à une centaine de nouveaux médicaments. Et l'immunothérapie, dont l'objectif est d'aider le système immunitaire de l'individu à être réactif vis-à-vis d'un corps étranger, le corps étranger étant la tumeur elle-même. Et ça, on a mis 70 ans à comprendre comment ça fonctionnait. L'idée de l'immunothérapie a émergé dans les années, j'exagère 70 ans, mais a émergé dans les années 70 avec Georges Maté. Et pendant près de 40 ans, on a tourné
en rond sans comprendre où il fallait agir. Et c'est vrai que c'est la biologie qui a permis de le faire, en comprenant que ce qui se passait, d'abord on a pensé que c'était une tolérance classique, c'est-à-dire la tumeur venant d'un individu, l'individu ne pouvait pas se défendre contre quelque chose qui était lui-même. Et puis on a fini par comprendre que finalement la tumeur induisait une tolérance vis-à-vis d'un corps étranger. C'est un peu comme si une bactérie libérait des produits qui rendaient la bactérie acceptable par l'individu. C'est exactement ça ce qu'on a fini par comprendre et par identifier les molécules qui étaient responsables de cet état de tolérance vis-à-vis du cancer. Et ça a explosé effectivement depuis un peu plus de 10 ans, et c'est en train d'exploser. Une quinzaine de molécules et près d'une centaine qui sont en cours d'expérimentation actuellement. Et donc là encore, il y a beaucoup d'espoir sur cette partie. Alors la génétique, ce diagramme n'est pas fait uniquement pour vous affoler, mais pour vous faire comprendre qu'on a des chromosomes qui sont représentés ici. 22 chromosomes, 22 paires de chromosomes, plus un X, plus 2X ou un XY, et que ces chromosomes, en fait, leur rôle, c'est de contenir les gènes, et que ces gènes peuvent être sujets à des altérations chez tous les individus. Il y a des altérations qui sont spontanées, on a tous des altérations qui tombent sur le génome, qui sont continues au cours de la vie, mais on est capable de contrôler ces altérations tant qu'on n'est pas malade. C'est-à-dire qu'on élimine les cellules dans lesquelles se produisent ces altérations. Lorsque ces altérations viennent sur des gènes importants qui sont impliqués dans la croissance des cellules, de manière générale, ou dans le métabolisme énergétique de la cellule, il peut y avoir un emballement et la transformation cellulaire en découle. Et ce qui a changé, effectivement, c'est l'analyse du génome. Le plan technique, ça a été rendu, ça a progressé de manière extraordinaire en une dizaine d'années, une quinzaine d'années. En 2000, il fallait mobiliser je ne sais pas combien de laboratoires à travers le monde pour arriver à faire la séquence d'un individu. Et ça a duré des années. Et maintenant, on est capable de le faire en 24 heures, d'analyser le génome complet d'un individu. On est capable de le faire pour un coût qui est relativement modeste, c'est-à-dire 2000 à 3000 euros. Et ça, on est capable de le faire à la fois dans la tumeur, mais dans les cellules saines d'un individu. Ce qui permet de comparer le génome normal, constitutionnel, et le génome tumoral. Ce qui nous intéresse, c'est les altérations qui existent dans le génome tumoral. Donc là, technologiquement, on est capable de faire tout ça et de dire, bon, tel élément génétique qui est anormalement élevé, ou tel élément génétique a disparu dans la cellule. Et ça donne des pistes pour le traitement. Là, je vous ai parlé que de l'ADN, mais on est capable maintenant aussi de comprendre toutes ces espèces de boucles qui sont ce qu'on appelle des recombinaisons génétiques, où un morceau d'un chromosome va venir au contact d'un morceau d'un autre chromosome et va activer l'expression d'un gène de manière aberrante.
on est aussi capable d'analyser pas seulement le génome, l'ADN, mais également d'analyser l'ARN. Et on commence à être de plus en plus performant, cette fois-ci, dans l'analyse de ce qui est codé par l'ADN, l'ARN, c'est-à-dire les protéines. Et c'est, lorsque je vous parlais tout à l'heure du dépistage, c'est quand même un élément essentiel dans les stratégies de développement de dépistage ciblé, qui est l'analyse de l'ADN, l'analyse de l'ARN et l'analyse de protéines anormales. Et c'est probablement comme cela que dans les prochaines années, on pourra faire du dépistage orienté en recherchant des protéines anormales circulantes ou de l'ARN anormal circulant. Ça, c'est ce qu'on fait dans la tumeur. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on commence maintenant à être capable d'analyser cet ADN anormal. On est capable de l'analyser dans les fluides, c'est-à-dire dans le sang. Là, je vous parlais de prélever un morceau de tumeur, c'est-à-dire faire une biopsie et de l'analyser. On est capable également de détecter de l'ADN anormal dans le sang, avec une simple prise de sang. On est aussi capable de le faire dans les urines. Donc, ce qui permet d'avoir maintenant des méthodes qu'on appelle non invasives, non traumatisantes, pour aller à la recherche des anomalies génétiques. Et ça pourrait aussi avoir un rôle très très important en matière de dépistage, ou en tout cas de détection de récidive des cancers. Toutes ces anomalies génétiques qu'on a commencé à démembrer depuis maintenant une dizaine d'années, avec il y a eu des très grands programmes internationaux, en particulier, moi j'étais à l'origine avec des collègues américains, canadiens et britanniques et allemands, d'un consortium international dont l'objectif était de séquencer tous les cancers, enfin tous les types de cancers en tout cas, et pour essayer de décrire les anomalies génétiques qu'on retrouvait chez une multitude d'individus. Et donc on a fait ce travail, on a collectivement, c'est un gros effort de collaboration internationale, on a séquencé 25 000 cancers à travers le monde. Et ça a permis d'avoir une description assez large des anomalies génétiques qui surviennent dans les cancers. Après, il a fallu, une fois qu'on a décrit les anomalies génétiques, il a fallu valider le fait que certaines anomalies étaient responsables du cancer et d'autres étaient simplement des accidents de parcours et n'avaient pas forcément de relation avec la maladie. Donc on a identifié ce qu'on appelle les GED, en anglais driver, je ne sais pas comment on pourrait dire ça en français, enfin les gènes essentiels en tout cas à la transformation. Et donc on a fait une description sur ces 25 000 patients des différentes anomalies qu'on peut retrouver. En gros, comme vous le voyez ici, sur 100 patients avec un cancer métastatique, on retrouve une altération génétique significative dans 60% des cas. Lorsqu'on affine les techniques, on peut aller jusqu'à 80%. C'est-à-dire dans 80% des cas, on trouve une anomalie génétique qui est responsable, au moins en partie responsable, du cancer ou de son évolution. Le problème, c'est qu'une tumeur peut avoir plusieurs anomalies génétiques dont on ne sait pas quel est le poids respectif. Ça peut aller de 0 pour les 20% pour lesquels on n'a rien trouvé, à 5, 6, 10 anomalies génétiques qu'on
concomitantes qu'on retrouve dans la tumeur. Ce qu'on sait également, c'est que le nombre de gènes concernés peut être très important, c'est globalement très important. Que certains gènes sont fréquemment impliqués dans la transformation et d'autres sont très rarement impliqués dans la transformation, tout en étant réellement responsables de la transformation. Ce qui veut dire qu'il faut développer des médicaments, mais il faut développer des médicaments contre ces multitudes de cibles. On a un nombre très important de cibles et il faut qu'on ait des médicaments qui soient vraiment dirigés spécifiquement contre ces cibles. Là, c'est une des grosses lacunes de la recherche, c'est que finalement, la recherche sur les médicaments, elle est quand même très largement portée par l'industrie pharmaceutique. Et autant l'industrie pharmaceutique se préoccupe des grands nombres, autant lorsqu'on s'adresse aux petits nombres, ils ne sont pas très intéressés à faire de la recherche et du développement là-dessus. Donc ça, c'est une vraie lacune. On a beaucoup de cibles, mais on n'a pas beaucoup de médicaments. Donc, regardez ce chiffre, 60% d'altération génétique. Et une manière optimiste de voir les choses, c'est de dire que 50% de ces 60 patients-là peuvent être traités par un médicament approprié. Et c'est vraiment une vision assez optimiste. Lorsqu'on les traite, lorsqu'on a donc les médicaments et qu'on traite ces patients-là, 1 sur 2 va répondre au traitement. C'est-à-dire qu'on est passé de 100 à 15. Et si on parle d'un bénéfice important, significatif, ça présente à peu près 50% des cas, et ce qui nous ramène à 7 patients sur 100 qui bénéficient de ces nouvelles approches ciblées. Ce qui est notoirement insuffisant. Donc, il faut rester optimiste quand même. Il faut rester optimiste et se dire que si on intègre les technologies complémentaires, c'est-à-dire la technologie n'est pas complètement stabilisée, dans un bon nombre de cas, on utilise un nombre limité, de gènes, et si on a des approches beaucoup plus extensives avec des technologies plus performantes, on est très vraisemblablement dans les 5 ans qui viennent, je pense qu'on sera capable d'arriver à identifier 90% d'altération génétique significative. Les médicaments. Améliorer la qualité des médicaments, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire. Il faut le faire au travers soit de partenariats entre l'industrie et le monde académique, soit, je pense qu'à un moment donné, les laboratoires pharmaceutiques vont se rendre compte que s'ils ne se préoccupent pas de ça, il ne va rien se passer pour eux. Ils vont stagner dans le développement. Donc l'amélioration de la qualité des médicaments, c'est quelque chose qui est possible et qui est à portée de main. La réponse au traitement, je pense que si on développe des marqueurs prédictifs de la réponse au traitement, on devrait pouvoir aussi gagner des choses. Et si, lorsqu'on va développer et améliorer les stratégies d'approche, et en particulier les stratégies d'association des médicaments, on devrait arriver à avoir des gains, là encore, très significatifs. Donc voilà, ça c'est la vision optimiste, et moi j'y crois, parce que on a quelques années pour y parvenir. On est dans une situation qui est une situation grave, c'est des 100 patients avec un cancer métastatique. Et je pense qu'il y a une capacité d'améliorer ces résultats qui est très réelle. Voilà, je voudrais terminer en vous parlant de l'immunothérapie, parce que c'est
C'est un vrai sujet. Là, donc vous avez les deux derniers prix Nobel de médecine, Tasuku Honjo et James Allison. Là, c'était avant le prix Nobel, ça c'est le jour de la remise, donc plus chic. Ils ont été essentiels dans le développement d'une approche qui a été initiée plusieurs dizaines d'années, dans laquelle il y a eu des contributions françaises très importantes. Et je vais simplement essayer de vous faire comprendre comment ça fonctionne. En fait, je vous ai dit tout à l'heure qu'une tumeur, finalement, on s'est aperçu que c'est un corps étranger à l'intérieur d'un individu. C'est-à-dire un corps étranger qui fabrique des protéines anormales. Et ces protéines anormales sont susceptibles d'être reconnues comme anormales par le système immunitaire. C'est un peu comme pour une bactérie. Une bactérie fabrique des protéines anormales à des marques, ce qu'on appelle des antigènes de surface, qui font qu'elle est reconnue par le système immunitaire, qui va développer des moyens de défense. Là, en l'occurrence, on a ce qu'on appelle les cellules dendritiques, qui sont des cellules immunitaires qui reconnaissent ces protéines anormales, qui migrent dans les ganglions, et dans les ganglions, ils initient le système immunitaire, en particulier ce qu'on appelle les cellules T, les lymphocytes T, à reconnaître et s'activer en présence de cette particule étrangère. Puis ça repasse dans la circulation, ça infiltre la tumeur et théoriquement, c'est capable de liser, de détruire les cellules tumorales. Donc ça, c'est la situation théorique idéale, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça dans les cancers. Et ça ne fonctionne pas comme ça veut dire que le cancer développe des stratégies d'évitement. Ces stratégies d'évitement, elles portent sur la reconnaissance de l'antigène, sur la réduction de la réaction immunitaire par les cellules T et sur la réduction du recrutement de ces cellules au niveau de la tumeur. Et également par un phénomène qui est le phénomène inverse. Au lieu de recruter des cellules actives, positivement actives contre la tumeur, il va y avoir un recrutement de cellules qui inhibent la reconnaissance tumorale. Et ce qui s'est passé, ces dernières années, c'est qu'on a identifié en fait les partenaires de ces cellules immunosuppressives, les molécules qui sont exprimées par les cellules immunosuppressives et qui se fixent aux cellules tumorales et qui empêchent leur destruction. Et avec des moyens qui sont essentiellement des moyens de type anticorps, ou des immunoglobulines, on arrive à neutraliser ces molécules immunosuppressives. Et en neutralisant ces cellules immunosuppressives, on rétablit une immunité antitumorale. Alors malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups. C'est encore... Mais quand même, il y a tout un tas de cancers qui sont sensibles, sur lesquels on a trouvé une sensibilité qui est très variable, hein, qui va de 5% des cancers à 50 ou 60%, qui sont sensibles à ces médicaments, qui sont essentiellement des anticorps, et qui permettent de rétablir une immunité antitumorale. Le premier d'entre eux, ça a été bien sûr le mélanome. À peu près 50% des mélanomes qui répondent à ces traitements et qui répondent de manière prolongée. Vous savez, il y a 10 ans, ce qu'on appelle le mélanome métastatique, l'espérance de survie à 5 ans était de l'ordre de 7%. 7% des patients survivaient à 5 ans. Avec ces immunothérapies,
on est plus proche des 50-60% de survie. Et de malades, certains malades, visiblement, sont guéris puisqu'on a pu arrêter. On a même pu arrêter les traitements et il n'y a pas eu de rechute. Donc ça, c'est vraiment, pour certaines pathologies, c'est une vraie approche révolutionnaire. Pour les malades, c'est essentiel. Les cancers du bras, certains cancers du poumon, 20% à peu près des cancers du poumon, 20% des cancers de la vessie, le cancer gastrique, la maladie de Hodgkin. Vous voyez, il y a toute une trentaine de pathologies pour lesquelles on a testé ces médicaments qui rétablissent l'immunité antitumorale avec une efficacité très intéressante, avec un gradient du bleu vers le rose. Donc voilà, ça c'est une approche immunothérapie. Une deuxième approche, c'est ce dont vous avez sans doute entendu parler, dans la presse, etc. C'est les cellules T modifiées génétiquement, qu'on appelle les CAR T-cells. On a surtout parlé d'ailleurs pour le coût, puisque c'est le laboratoire qui a commencé à faire ça de manière appropriée est un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Novartis et qui vend ça 400 000 €. En gros, le principe consiste je vous ai parlé tout à l'heure des cellules T et lymphocytes T, consiste à retirer, en faisant une prise de sang, enfin passer les cellules dans une machine et à sortir, séparer les lymphocytes T du patient, de lui d'insérer à l'aide d'un virus à l'intérieur de la cellule T un gène qui va coder pour ce qu'on appelle le récepteur de l'antigène. Donc il faut connaître l'antigène, puisque c'est censé être actif sur l'antigène porté par la cellule tumorale. De les faire proliférer in vitro, faire croître à plusieurs millions, et de les réinjecter après au patient. Ce qui se passe, c'est que les cellules T modifiées reconnaissent les antigènes qui sont portés par les cellules tumorales et sont capables de les détruire. C'est ça le principe global. Alors, pour l'instant, ça fonctionne lorsqu'on connaît bien l'antigène qui est porté par les cellules cancéreuses. C'est-à-dire ça fonctionnait essentiellement dans les leucémies, en particulier les leucémies de l'enfant. Ça fonctionne également dans certains lymphomes graves, et ça devrait fonctionner de manière plus itérative dans un certain nombre de tumeurs solides, une fois qu'on a identifié l'antigène porté par les cellules tumorales. Ça nécessite donc une approche assez compliquée: identifier l'antigène, fabriquer ou ingénierer les cellules lymphocytaires pour la reconnaissance de la cellule tumorale et réinjecter ces cellules ultérieures. Bon, ça, c'est une voie de développement aussi en immunothérapie qui est très très prometteuse. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a ce qu'on appelle les virus oncolytiques qui sont capables de détruire. L'idée aussi, c'est de détruire suffisamment la tumeur pour libérer beaucoup d'antigènes et que le système immunitaire, boosté par éventuellement les anticorps dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont capables de reconnaître les cellules anormales et de les détruire. Voilà, donc je termine avec cette image qui est une espèce de récapitulatif des sources de progrès à venir pour arriver aux chiffres que je vous donnais tout à l'heure. Mon expérience montre quand même que ça fonctionne lorsqu'on est capable de créer, et en particulier, il y a une logique de site de recherche qui m'apparaît fondamentale
entre la recherche basique et la recherche la plus appliquée possible. Et ça implique, ça va même jusqu'à la recherche en sciences humaines et sociales. Tout à l'heure, on parlait de la prévention, du dépistage, des obstacles à la prévention, des obstacles au dépistage. Il faut qu'on soit aidé par les sciences humaines et sociales pour comprendre un petit peu ces obstacles et trouver des solutions pour contrebalancer ces obstacles. Il faut qu'on se concentre maintenant et qu'on mette des moyens significatifs sur les maladies les plus graves. On en a parlé tout à l'heure, les cancers du poumon, les cancers digestifs, les tumeurs cérébrales, enfants et adultes, les maladies métastatiques. Là encore, il faut qu'on mette des moyens majeurs de recherche de tous les niveaux pour ces maladies les plus graves. J'espère vous avoir convaincu tout à l'heure que les progrès qui ont été obtenus jusqu'à maintenant viennent essentiellement de la qualité des soins. On a considérablement amélioré la qualité des soins chez les patients, mais il ne faut pas croire que c'est merveilleux. On est encore, il y a des marges de progrès phénoménales à faire. À la fois dans le diagnostic et dans la mise en œuvre des traitements. Il y a le problème dont on a parlé, qui est l'accélération de l'usage des découvertes pour le patient. Il ne suffit pas de découvrir des choses au laboratoire. Tout ce que je vous ai présenté sur la génomique, tout ça, c'est merveilleux. Mais si ce n'est pas appliqué aux patients, ça reste des élucubrations de laboratoire et ça reste confiné dans le laboratoire. Il faut que ça revienne au plus vite vers le malade. Les essais cliniques, il y a un vrai problème sur la conception des essais cliniques que l'on a actuellement, qui sont beaucoup trop longs, beaucoup trop prenants. Il faut qu'on accélère la mise en évidence de l'efficacité médicale. On ne peut pas rester sur les principes anciens. Voilà. Et moi, je pense quand même qu'il y a un aspect qui est très très important dans notre pays, qui commence à émerger, mais qui mérite quand même d'être amplifié et validé, c'est l'implication des patients et du public dans tous ces efforts-là. Il faut qu'il y ait la pression des malades, la pression du public en général, et bien sûr la pression des patients guéris, parce que, comme je vous l'ai dit, on est à 60% de guérison. Ça veut dire que le nombre de patients non survivants du cancer augmente chaque année. C'est une bonne chose. Il faut qu'il y soit des forces de pression également et des forces de proposition pour la suite. Voilà. Donc il y a eu des plans cancer en France. J'espère qu'il y en aura un nouveau en 2020. Il y a une mission cancer qui a été décidée au niveau de l'Union européenne, qui devrait être financée très très largement, autour d'1,5 milliard pour les 5 ans qui viennent. Donc ça, c'est un signal très très positif. Il y a 5 missions qui ont été identifiées, une seule en santé, c'est le cancer. Et je pense également qu'on ne peut pas avoir une vision strictement égoïste du progrès. Je vous ai montré des chiffres tout à l'heure. C'est pas normal que 85% des enfants dans les pays pauvres meurent d'un cancer alors que les médicaments coûtent que dalle et qu'on pourrait on pourrait les sauver. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie. S'il y a des questions, je vous apporte le micro. Oui, là, nous avons montré qu'on s'appuie sur notre site T pour essayer des traitements. Est-ce que sur l'immunité, disons, avec le naturel qu'il est, est-ce que l'immunité,
inné, est-ce qu'il n'y a pas une voie possible dans ce sens? Si, absolument. Ce que je vais montrer, c'est ce qui était le plus avancé à l'heure actuelle. Mais il y a y compris des laboratoires français qui travaillent sur l'immunité naturelle. Ce sont des cellules cytotoxiques naturelles. Des laboratoires français. Notamment un laboratoire qui s'appelle Minat Pharma, auquel est associé un chercheur de Toulouse d'ailleurs, qui développe ce type d'approche sur les cas naturels. Donc c'est une voie très très prometteuse aussi. Pour continuer sur ce qui est fait poser comme question, en fait, on fait de manière technique laboratoire ce que n'arrive pas à faire le système immunitaire. Oui, On le booste. Exactement. Soit on annule un effet délétère du système immunitaire, soit on crée, en dehors de l'individu, à partir de ses propres cellules, de quoi pallier ce que le système immunitaire n'est pas capable de faire. Il y a effectivement il y a plusieurs aspects là. Je vous ai expliqué tout à l'heure les anomalies génétiques qu'il y avait dans les tumeurs, en disant qu'il y a beaucoup d'anomalies. Et ce qui semble se passer en tout cas, c'est que dans ces cas très particuliers, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle l'évolution clonale. C'est-à-dire, on pense qu'à l'origine, ça a démontré encore de manière irrémédiable, le cancer dérive d'une cellule. Cette cellule va se multiplier, et au cours de ces multiplications, elle va acquérir des nouvelles anomalies. Mais ce ne sont pas toutes les cellules qui vont acquérir ces nouvelles cellules. Donc, c'est une espèce de dérive progressive qui se passe à l'intérieur de la tumeur. Et le pourcentage de cellules, par exemple, qui a une anomalie X peut être de 90%. Une anomalie Y peut être de 2% ou 1%, etc. Ce qui se passe dans le cas que vous décrivez, c'est que la chimio ou les thérapeutiques ciblées vont réduire le contingent majeur initial de la cellule. Et donc, vous allez voir disparaître 95% de la population tumorale. Et malheureusement, il va rester 1% ou 2% d'une population qui n'est pas sensible au traitement que vous avez donné. Et c'est à partir de là que la maladie se réexporte et est complètement résistante au traitement. Ça, c'est une des explications. Et on s'est aperçu, en tout cas par exemple, que entre une tumeur primitive et des localisations à distance, des métastases, il pouvait y avoir des variations très très importantes dans les anomalies génétiques. Donc si vous ciblez exclusivement les anomalies génétiques de la tumeur primitive, vous allez réduire la tumeur primitive, et la tumeur distante va continuer sa belle vie. Donc c'est un phénomène qu'on voit malheureusement assez souvent, surtout dans les maladies qui ont déjà eu une grande évolution. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure du microbiote, en particulier le microbiote intestinal. Est-ce qu'il y a des recherches en cours
peut y avoir entre les micro-organismes et les microbiotes et les cellules tumorales? Oui, alors il y a effectivement. C'est un champ qui est très très grande expansion dans le domaine de la recherche. Ce qu'on sait, en tout cas sur des modèles expérimentaux, c'est que en modifiant le microbiote, par exemple chez la souris, vous pouvez arriver à créer de nouveau un type de pathologie donnée. Le cancer du foie, par exemple. Si vous changez le microbiote en donnant des antibiotiques, vous pouvez aboutir à une disparition de la tumeur que vous avez provoquée avec un microbiote donné. Donc il y a plusieurs explications. La plus conséquente, c'est que le microbiote joue un rôle essentiel dans la tolérance immunitaire. Et certaines bactéries sont capables d'induire ce que je vous expliquais, c'est-à-dire ces cellules suppressives qui vont permettre à la tumeur de se développer. Et d'autres bactéries vont avoir un effet radicalement différent. Donc ça, c'est un des aspects qu'on a trouvé en tout cas vis-à-vis du microbiote dans les cancers. Ce qu'on a trouvé également, c'est que tout à l'heure je vous montrais l'efficacité des anticorps, de certains anticorps dans le mélanome par exemple. Ce dont on s'est aperçu, c'est que en fonction du microbiote, l'efficacité du traitement était bonne ou pas. Certains microbiotes étaient favorables à l'efficacité de l'immunothérapie et d'autres induisaient probablement la résistance. Et que ça, on pouvait éventuellement le détecter a priori. Et donc, soit changer le microbiote, soit en donnant des antibiotiques spécifiques, soit en réintroduisant des bactéries bonnes pour l'action immunitaire. Donc voilà, c'est là où on en est actuellement, mais il y a énormément de travaux qui se font dans ce domaine. C'est un domaine vraiment passionnant, je trouve. Et ça semble être très très intégralement lié à l'immunité. Oui, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on va développer, qui est en train de se développer actuellement. On commence à connaître le type de bactéries favorables et le type de bactéries défavorables. Et donc, en tout cas expérimentalement, le système fonctionne. On est capable de modifier et de favoriser la réponse. Est-ce qu'on est capable aussi de transmettre cette information au public sain, de façon à limiter les... Bon, là on rentre dans des aspects strictement de recherche, mais je pense que ça se fait chez la souris. On peut, à l'évidence, prévenir l'apparition de certains cancers induits par des agents extérieurs en modifiant le microbiote. Lorsque vous faites appel à l'implication du public, que pourrions-vous faire nous, public, pour faire en sorte que l'industrie pharmaceutique s'intéresse plus à ce que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire la production de la famille, ou bien quels seraient vos outils? Bon, objectivement, je ne pense pas que le public, les médecins, puissent avoir un impact majeur sur l'industrie pharmaceutique. Par contre, l'impact que le public et les patients peuvent avoir, c'est sur les autorités politiques dans le pays. Et bien que c'est un problème majeur, il ne faut pas abandonner. Qu'il y a eu des efforts de fait, mais que le chemin reste long. Vous savez, actuellement, on est dans une phase où on nous dit, bon, écoutez, on a beaucoup donné d'argent pour le cancer, il faut qu'on s'occupe du reste. Mais c'est toujours le même problème. On arrête toujours au milieu du gué, alors qu'on n'a pas encore recueilli à l'évidence tout ce qu'on pourrait espérer
Mais c'est pas... Ça reste quand même, vous avez vu quand même la première cause de mortalité dans le pays. Donc, je veux bien, les autres pathologies importantes qui sont liées au vieillissement. Mais ça reste, envers et contre tout, la première cause de mortalité et de loin dans les pays développés. Donc il faut qu'on avance là-dessus. Et surtout, comme vous avez vu sur les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure, les pays pauvres ne sont pas destinés à rester pauvres tout le temps. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle une transition épidémiologique. Et le nombre de cancers va exploser dans les pays pauvres, dans les pays. Donc ça va devenir un phénomène. Ce qu'on voit dans les pays riches occidentaux va devenir un phénomène encore plus amplifié à l'échelle internationale. Comment on explique ça que les pays pauvres ont moins de cancer? Ils sont moins difficiles, mais il y a réellement un environnement qui fait qu'ils ont un développement? Je pense que il y a plusieurs aspects. L'espérance de vie dans les pays pauvres est quand même pas très élevée pendant un peu. Ça va jusqu'à un différence. Et le cancer reste quand même une maladie du vieillissement, très associée au vieillissement. Donc, ce qui fait que. Ça, c'est pour la première explication. La deuxième explication, c'est que quand on meurt de maladie cardiovasculaire, on n'a pas de temps de développer le cancer. C'est une autre explication. Voilà. Mais sinon, l'environnement, le stress, tout ça, c'est l'exposition. Vous savez, on ne peut pas continuer à nier éternellement en disant que bon, que le tabac est important. Et bon, à l'évidence, 15% des 15 à 20% des cancers du poumon qui ne sont pas liés au tabac, qui sont chez les gens qui peuvent fumer. Il faut bien qu'ils absorbent des carcinogènes par un organe. Donc, la qualité de l'air a un impact. On ne peut pas dire, comme on ne sait pas, ça n'existe pas. Et c'est un petit peu le. On a perdu. À un moment donné, on avait gagné un petit peu en culture de précaution. Et on est en train de la perdre sous l'impact des modes de vie. Le principe de précaution, je pense qu'il faut qu'on. Là aussi, c'est quelque chose que la population doit se réapproprier. Les pesticides à 5 mètres des écoles, c'est pas grave. On n'est pas d'accord. Même si on n'a pas la preuve manifeste, si on attend la preuve manifeste que les organes cancer, j'attends après. Dans les cancers métastatiques, vous avez dit 60 à 80% d'altération génomique. Est-ce que ça veut dire que dans les autres cancers, c'est plus rare l'altération génomique? Non. Ce que j'ai dit, c'est qu'avec les techniques qu'on a utilisées jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'à 5-6 ans, c'est des chiffres qui finissent par être anciens maintenant, on était capable de détecter 60% d'altération génomique. Mais ce que je veux dire, c'est que tous ces travaux ont été faits sur des cancers métastatiques. Et si vous le faites sur des cancers primitifs, vous trouvez moins d'altérations. Mais elles sont présentes. Et c'est probablement, ça explique pourquoi on arrive mieux à traiter de manière générale les cancers très tôt, diagnostiquer tôt, parce que le nombre d'altérations génétiques est beaucoup moins important, et donc plus efficace. Si personne pose une question, je vais en poser une. Vous avez évoqué le vieillissement pour le cancer.
mais en France, on sait que les enfants en particulier sont touchés par le cancer et de manière croissante. Donc, on se doute qu'il y a des causes, vous avez commencé à aborder les notions d'environnement, pesticides, etc. Est-ce qu'on peut commencer à suspecter des sources particulières pour que, année après année, il y ait un pourcentage d'augmentation depuis maintenant plusieurs dizaines d'années des cancers infantiles? Bon. D'abord, je ne veux pas minimiser le problème, mais ça reste quand même à peu près 1% des cancers sont des cancers de l'enfant. Donc ce n'est pas un chiffre. Ceci dit, vous avez raison. Ce chiffre est en augmentation régulière. Et quelques pourcents chaque année. On part de bas, puisqu'on est à 2000. Et on grimpe un tout petit peu chaque année. Et on n'a pas d'explication pour ça. Et clairement, c'est pas, dans le cas particulier, c'est pas une maladie du vieillissement, c'est pas une maladie du tabagisme, c'est pas une maladie de l'alimentation. Donc il faut chercher d'autres causes. Et là, je pense, c'est là où, à mon avis, c'est très important de faire. Ouais, il faut chercher les causes et puis il faut chercher à bien traiter les enfants. Et à diagnostiquer le plus tôt possible ce type de pathologie. C'est là où il faut, à mon avis, des coopérations internationales, puisque vous avez vu, il y a 2000 cancers de l'enfant. Il y en a 80% qu'on arrive à guérir de manière assez simple, il en reste 20%, c'est plus compliqué. Donc 20%, c'est des 400. C'est pas énorme. Surtout que c'est probablement une cinquantaine de pathologies différentes. Donc, si vous imaginez de faire un essai clinique sur 4 individus en France par an, ça ne va pas marcher. Donc il faut vraiment de la coopération internationale. Ça commence à bien fonctionner. Je trouve que les pédiatres travaillent bien de ce point de vue-là et ont réussi à créer des associations européennes qui fonctionnent vachement bien, des associations internationales aussi qui fonctionnent en coopération. Ils se heurtent aussi à un problème majeur, c'est l'implication des laboratoires pharmaceutiques sur les médicaments pour les enfants. Vous savez que avant qu'un médicament soit utilisé chez l'enfant, il faut qu'il ait obtenu une autorisation de mise sur le marché chez l'adulte. On a montré que... Bon, et après, c'est vrai que ça n'intéresse pas franchement les laboratoires d'avoir à traiter 10 enfants par an en France. Donc, je ne dénigre pas les gens qui travaillent dans les laboratoires, qui sont des gens super, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que la logique économique des laboratoires pharmaceutiques ne les encourage pas à s'engager de manière très très proactive dans ce type de choses. Ça commence à bouger, parce que c'est là où je vous dis la pression des familles, ça commence à être efficace. Il y a des associations qui sont très très vigoureuses en France et en Europe là-dessus. Il faut continuer. Je vais vous poser une autre question, cette personne. On a parlé du microbiote tout à l'heure et donc de peut-être nourrir d'une manière très particulière les gens pour les aider à mieux avancer dans leur traitement du cancer. J'avais entendu des résultats d'expériences intéressantes qui ne consistaient plus à nourrir, mais qui consistaient à faire du jeûne. Est-ce que ce genre de technique qui semble utilisée dans les pays de l'Est n'a semble-t-il pas atteint nos pays, nos régions? Pas seulement la France, mais on en parle beaucoup moins par ici. Oui, c'est vrai. Il y a un substrat biologique derrière tout ça, c'est pas juste une élucubration. Et il faut
pas aller très très loin à l'est, hein, c'est très très répandu en Allemagne. Il y a une hypothèse biologique et médicale derrière. Il n'y a pas encore de démonstration que ça sert à quelque chose. Mais je connais beaucoup de gens qui commencent à titre préventif à faire du jeûne périodique. Mais bon, je ne peux pas vous en dire plus. Il n'y a pas de données. Il n'y a que des données biologiques, il n'y a pas de données cliniques précises. Mais bon, il y a plein de trucs comme ça. Il y a ce qu'on appelle la chronothérapie aussi, qui, elle, a démontré que les médicaments sont mieux tolérés, par exemple, selon le rythme d'administration nocturne. Ça prend pas beaucoup en France. C'est pas trop relatable, mais le curcuma, par exemple, est-ce que c'est quand même quelque chose qui sort de beaucoup d'études? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant par rapport au curcuma et comment il agit? Comment il agit, c'est tout. Est-ce qu'il agit? Est-ce qu'il agit? Est-ce qu'il agit? Là aussi, je trouve que les données sont pas très convaincantes. Mais bon, je ne suis pas un expert du curcuma. Non, je ne peux pas vous répondre. Si plus personne n'a pas, si. La semaine dernière, tu l'as pas reçu. Il n'y a que des cas. Une semaine, il l'a envoyé il y a une semaine. Tu l'as reçu sur le téléphone. Donc on ne peut pas, en tout cas dans ma pratique, on ne peut pas décider de ce que l'analyse du génome est systématique. Alors elle n'est pas systématique. Bon, c'est ça si on voulait progresser. Alors, elle aurait d'intérêt systématique. Si elle a été, si elle l'a reçu, à part ce matin. Et comme je vais essayer de comprendre parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Personne ne comprend. On est intéressé à t'en savoir. C'est pas normal, c'est vrai. Et donc c'est pas normal. C'est là où quand on doit faire des efforts en matière de soins. C'est pas traité de manière régulière parce que soit vous habituez à l'intérieur de Cardi ou à Paris, Dans la prévention du cancer, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de fondamental? C'est l'inflammation. Est-ce que c'est pas ça qui, dans de nombreux cas, est l'origine du démarrage, dans le cas d'amplification? Alors, vous savez, actuellement, en gros, beaucoup de discussions portent sur le rôle de l'égénétique dans la survie des cancers.
cancer, le rôle de l'immunité dans la survenue du cancer, les interactions entre altération du génome et des déficits immunitaires. Et l'inflammation est une partie, à l'évidence, majeure, puisque l'inflammation fait intervenir le système immunitaire. Qu'est-ce que c'est que l'inflammation? Une réaction anormale du système immunitaire. Donc l'inflammation, si vous posez la question, biologiquement, il n'y a aucun doute sur le fait que l'inflammation est partie prenante dans le développement des cancers. Alors après, c'est comment appréhender cette peur. Pas prendre des anti-inflammatoires. Voilà. Non, c'est ça. Non, mais bon, pour le curcuma, je l'aime bien. Dans le restaurant. Non, mais bon, je ne peux pas répondre à une question précise sur les effets anti-inflammatoires du curcuma. Par contre, l'inflammation, le dérèglement de l'inflammation nous semble être essentiel. Bon, après on n'en a pas discuté, mais il y a beaucoup de gens qui disent que finalement la génétique, c'est juste les altérations génétiques sont juste des épiphénomènes dans les cancers de l'autisme. Que c'est pas ça qui fait que le cancer va évoluer ou pas évoluer, et que c'est le métabolisme, c'est les altérations du métabolisme. Bon, moi par définition, je pense que tout ce qui se passe dans la cellule est lié à la génétique, l'inflammation. L'unité des cellules. Donc, arrêtons de vouloir séparer les causes les unes des autres. En gros, dans une cellule, vous avez des gènes, des protéines, et ça déclenche des réactions en aval qui sont biologiques, inflammatoires. Soyons ici. Bon, nous vous remercions. Je vous remercie d'être resté jusqu'à là.